agence pour l'emploi national qui j'ai à mes côtés. Tout d'abord, je voudrais juste vous présenter en quelques mots l'OIM et le travail de l'OIM. Pour passer après un peu à un motto de l'OIM, mais que c'est très important et je pense que c'est une très belle occasion aujourd'hui pour parler d'immigration de façon positive. Donc, nous sommes habitués dans les médias à une couverture médiatique excessive du côté de la migration irrégulière. Effectivement, ça a beaucoup plus d'impact dans les médias et je comprends que ça fait breaking news dans les médias. Mais les images des médias qui font sembler qu'il y a un exode massif de l'Afrique vers l'Europe ne sont pas tout à fait représentatif de la réalité. Nous savons que environ, d'ailleurs, 85% des migrations est intra-régionale. Donc, je vais vous parler pourquoi les migrations sont inévitables, nécessaires et souhaitables dès lors qu'elles sont bien gérées. Et finalement, je vais aussi parler un peu de nos mécanismes de retour, assistance au retour et à la réintégration. Donc, l'OIM est une organisation internationale intergouvernative qui a été fondée en 1951 et notre siège est à Genève. Et, en 1951, les États membres ont choisi de fonder l'OIM pour supporter les déplacés de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les perspectives changent. Il y avait 11 millions de déplacés en Europe. Et il fallait comprendre comment les supporter avec un esprit de coopération. Et la constitution de l'OIM reconnaît les liens entre la migration et le développement économique. Et pas seulement économique, mais aussi social et culturel. Donc, c'est quelque chose qui a toujours marqué l'histoire et la politique de l'OIM et de ses États membres. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 173 États membres, 8 États qui ont un statut d'observateur. Et depuis 2016, donc, nous sommes rentrés dans le système des Nations Unies et nous sommes donc l'agence des Nations Unies chargée des migrations. L'OIM s'occupe de la migration dans ses très différents domaines. Nous pouvons citer la migration et le développement, la facilitation de la migration régulière à travers la coopération internationale, la réponse et un support en relation à la migration forcée, et la politique, les droits internationaux, la politique internationale en matière de migration. Tout récemment, en décembre de l'année passée, à Marrakech, les Nations Unies se sont retrouvées pour signer un accord très important qui est tout à fait en ligne avec les objectifs de ces projets et d'autres, les Global Compact on Migration, pour donner une vision commune et donner des possibilités de migration régulière et bien sûr lutter contre la migration irrégulière. Le Togo est un État membre de l'OIM depuis 2005 et nous avons un bureau à Lomé depuis 2012. Et nous travaillons à côté de différents partenaires étatiques. Le DG a mentionné notre travail avec les ministères pour l'élaboration de la politique de migration professionnelle. Nous avons aussi nos amis de la DTE, donc avec eux, nous travaillons pour supporter les contacts avec la diaspora, entre autres. Donc, les migrations sont inévitables, nécessaires et souhaitables dès lors qu'elles sont bien gérées. Donc, quand nous parlons de migration, nous parlons d'un phénomène social extrêmement complexe, effectivement, et qui couvre une extrême variété de différents mouvements de personnes qui peuvent être individuels ou en groupe, forcés, volontaires,
à cause des crises ou pour la recherche de travail. Donc c'est toujours bien quand on parle de migration, d'en parler au pluriel, comme dans la dénomination de l'organisation d'ailleurs, pour avoir une vision la plus vaste possible sur le phénomène. Dans le monde, il y avait donc à la fin de 2017 258 millions de migrants internationaux. Donc c'est environ le 3,4% de la population mondiale est un migrant international. Donc tout cela nous reconduit. Les migrations sont inévitables. Donc quelqu'un a déjà parlé du fait que dans la région, par exemple, il y a toujours eu des mouvements, même les États et la configuration même de la société a été construite suite à une longue histoire de mouvements migratoires. Et donc nous pouvons dire qu'à cause des facteurs démographiques, politiques, économiques, sociaux et environnementaux, la migration est un phénomène inévitable. Donc pour parler par exemple de cas de migration forcée à cause de conflits ou violences ou persécutions politiques. En 2017, encore une fois, j'aime bien les données. En 2017, nous avons eu plus de 508 millions qui ont dû migrer en raison des conflits ou des violences. Nous avons dans le monde un stock de 25,4 millions de réfugiés. Nous avons toujours en 2017 où quasiment 19 millions de personnes qui ont dû se déplacer à cause des crises ou catastrophes naturelles. Donc, ces chiffres, qui sont des chiffres énormes, nous font comprendre comment le phénomène migratoire est un phénomène qui a toujours existé et qui ne va jamais s'arrêter. Et donc, c'est un phénomène inévitable. C'est aussi un phénomène nécessaire. C'est un phénomène nécessaire, et ici nous rentrons un peu plus dans les questions de travail et social aussi. C'est un phénomène nécessaire pour répondre aux demandes de main-d'œuvre et garantir la disponibilité de compétences et la vitalité des économies et des sociétés. Nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé, interconnecté. Les facteurs de production ont une liberté de mouvement. Les lieux de production changent et tous les facteurs économiques finalement sont condamnés à devoir se déplacer à un moment donné. Donc je vais vous mentionner de 58 millions 5 minutes 58 millions de migrants internationaux. Entre eux, il y a 150 millions de migrants travailleurs. Nous voyons qu'il y a certains pays en Europe ou en Asie, par exemple, où la croissance démographique est zéro ou négative. Nous regardons en Europe, l'âge moyen c'est 42, en Afrique c'est 18 ans. Donc, il ne faut pas être de spécialiste de sciences démographiques pour comprendre que il sera nécessaire, des mouvements migratoires seront nécessaires et inévitables dans le futur encore pour pouvoir garder un certain style de vie aussi dans les pays de destination. Finalement, donc souhaitable pour les migrations sont des phénomènes souhaitables pour les populations d'accueil, pour les populations de départ et pour les migrants mêmes. Donc je dis 150 millions de travailleurs migrants, quasiment 5 millions de travailleurs étudiants dans le monde, de migrants étudiants dans le monde, 6,7 milliers de milliards de dollars sont générés par des travailleurs migrants. Donc, les 9,4% du GDP du monde est produit par des travailleurs migrants. Et les travailleurs migrants sont les 3,4% de la population. Donc, ils ont produit quasiment 3 fois plus de GDP par rapport à la quantité de personnes qui sont. Car vous savez, les migrants très souvent sont en âge de travail. L'âge moyen des migrants est inférieur à 40 ans. Donc ce sont des personnes
qui ont un esprit actif, ils sont aussi physiquement actifs. Et donc, ils apportent des contributions très importantes à leur communauté de destination, mais aussi aux communautés d'origine. Donc, nous avons mentionné les PND du Togo, donc la nécessité de mobiliser des grandes ressources du secteur privé. Nous avons mentionné le projet, le plan d'action de la DTE qui a été présenté lundi. Il faut rechercher la contribution active au développement de la diaspora. Déjà, l'envoi de fonds, les transferts de fonds de migrants est déjà un montant beaucoup plus élevé de l'aide internationale au développement. Si nous parlons du Togo, les transferts de fonds réguliers, donc c'est une vision au minimum, comptent pour 400 millions de dollars, soit 8,2% du GDP. Donc la contribution des migrants avec le transfert de fonds est déjà fondamentale pour le développement du Togo. Il faut comprendre comment la canaliser et comment maximiser leur support. Finalement, je vais passer donc, quelques mots sur nos projets d'assistance au retour volontaire à l'intégration. Donc l'OIM, c'est un programme traditionnel de l'OIM, nous avons toujours implémenté depuis les années 60. Donc, nous supportons les migrants qui souhaitent d'une façon volontaire rentrer dans leur pays, en leur offrant bien sûr, en organisant toutes les formalités du voyage, la documentation et les voyages, les transports même. Et une fois qu'ils sont rentrés au pays, les migrants sont assistés par moi et mes collègues dans l'implémentation, dans l'idéation d'un plan de business plan et dans la création normalement d'une micro-entreprise pour les adultes, c'est la très grande majorité, et dans des plans d'éducation pour les mineurs. Nous avons aussi bien sûr un support médical ou psychologique pour les migrants qui présentent des nécessités spécifiques et vulnérabilités. Ce programme a beaucoup progressé pour le Togo au cours des derniers 5 ans. En 2015, nous avons assisté 12 personnes. En 2016, 48. En 2017, 88. Et en 2018, quasiment 300. Donc, effectivement, l'année passée, nous avons eu un grand nombre de retours de la Libye surtout et du Niger. Nous avons d'ailleurs organisé avec les autorités du Togo un vol charter Tripoli-Lomé avec 136 Togolais à bord. Et toutes ces personnes donc, sont revenues après chez nous au bureau et nous avons assisté individuellement. Donc l'année passée, nous avons complété plus de 200 micro-projets de l'intégration. Et dans le futur, nous souhaitons bien sûr faire de plus en plus cette typologie de travail avec les autorités locales et l'INPE. Donc, je m'arrête pour l'instant. Merci beaucoup, M. Marco. Merci. Vous avez noté qu'il y a le Global Compact, c'est-à-dire le pacte mondial sur la migration. Et il va y avoir donc un plan d'action. De nos échanges avec nos collègues du BIT, le Togo n'était pas envisagé dans les projets pilotes, les pays pilotes. Et nous allons donc lutter. En tout cas, ils ont dit c'est possible que le Togo soit accroché dans le projet pilote. Les enjeux, c'est de trouver suffisamment de ressources pour investir dans la formation professionnelle, pour permettre à ce que nous formons ici, suffisamment pour notre marché, mais aussi là où les marchés sont en demande. L'autre élément de la réintégration, ceux qui sont revenus de la Libye, est-ce que Eklou Yvette est dans la salle? Elle n'a pas pu venir. Depuis décembre que j'ai découvert cette jeune dame qui a fait un master en finance ici et à Dakar. Je l'avais vue à Dakar. Et puis je ne savais pas pourquoi elle est allée. Elle est partie sur la Libye. Elle était rentrée dans la zone de quasi-esclavage et qu'elle a été rapatriée. Je cherche à la placer depuis décembre. Je ne suis pas encore arrivé, mais je pense que je vais y arriver avant juin prochain. Pour lui enlever toute envie de retourner. La migration irrégulière,
c'est comme le criminel qui revient sur ses pas. Si on n'assiste pas les gens, ils vont avoir envie, même s'il y a le danger de mort, peut-être vous verrez ça dans les films, après, de retourner encore, prendre les mêmes risques. Donc vous voyez. Mais si on trouve de l'argent pour eux, vous allez dire, ah, moi aussi je vais essayer. Comme ça, ils vont avoir peur, ils vont s'occuper de moi. Non, nous ne le souhaitons pas. Quand les frères sont en désastre, il faut trouver les moyens de les assister et de les conserver chez soi. Merci, M. Marco, de ce que vous faites pour nous. Je vais laisser la parole à notre collègue de l'ambassade des États-Unis. Je n'ai pas retenu le nom correctement, il va se présenter mieux. Et comment est-ce qu'on part pour étudier aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des bourses globalement? Et puis, lorsqu'on revient, parce qu'il faut revenir d'abord, il semble, on ne reste pas comme ça, au pied levé. On ne se cache pas dans les trous. Il faut revenir. Et si on a envie de repartir avec l'autovisa ou sans l'autovisa, comment est-ce qu'on fait? Madame, vous avez le podium. Ok, merci, monsieur le directeur. Souffrez que j'appelle mon collègue qui est le directeur de Education USA. Il a été un peu retenu, il vient d'arriver. C'est lui qui gère le côté éducation, études aux États-Unis. Et puis moi, je pourrais parler de la loterie Visa tout à l'heure. Allez-y avec la loterie. D'accord. Donc, commencez avec la loterie parce qu'ils sont fanatiques de la loterie. Ils sentent que M. Trump veut supprimer, mais vous dites que c'est toujours en vigueur. Merci, ils sont intéressés. Ok, d'accord. Donc, j'y vais avec la loterie. On parle d'immigration. Donc, pour immigrer aux États-Unis, en général, il faut avoir de la famille. Aux États-Unis, la famille qui vous attire ou bien qui vous emmène aux États-Unis. La seule partie que la loi américaine sur l'immigration a prévue pour ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont pas d'attache aux États-Unis, c'est ce que nous appelons le visa de diversité, ou plus communément connu sous le nom de l'autovisa. Donc, chaque année, les États-Unis accueillent environ, ou bien prévoient environ 55 000 visas pour les populations sous-représentées aux États-Unis. Donc, ceux qui n'immigrent pas beaucoup, certaines nationalités qui ne sont pas assez représentées aux États-Unis, peuvent participer à ce programme et se voir, si vous êtes sélectionné, octroyer un visa pour pouvoir immigrer légalement aux États-Unis, travailler, y vivre autant que vous voulez et peut-être revenir quand vous avez votre passeport américain. Donc, chaque année, autour du mois d'octobre, uniquement, parce que si vous voulez jouer à la loterie Visa ou au visa de participer au programme, c'est à partir du mois d'octobre, entre octobre et novembre, le programme est lancé officiellement par le département d'État. Vous avez beaucoup de fausses informations qui circulent tout au long de l'année qui vous disent participez à la loterie de la Green Card, faites ceci, vous recevez des messages dans vos boîtes. Ça ne vient pas du département d'État. Le seul programme du département d'État pour la loterie, c'est à partir du mois d'octobre qu'il est lancé. Vous verrez ça sur nos sites. Donc, octobre à novembre, vous vous inscrivez et vous attendez. Vous vous inscrivez comment? Beaucoup d'entre nous vont vers les cybercafés ou se mettre entre les mains de facilitateurs, en guillemets, qui, à la fin, vous gardent vos chances ou ne vous permettent pas de partir. Donc, on vous dit, vous pouvez jouer à partir de votre téléphone portable, de votre ordinateur portable, portatif, ou même au bureau, ou chez vous à la maison. Vous pouvez jouer vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'aide de quelqu'un pour le faire. Vous allez sur le site, vous avez de l'aide visuelle même pour voir comment remplir le formulaire jusqu'à la fin. Et quand vous finissez, vous avez une page de confirmation qui que vous devez imprimer et que vous gardez jalousement parce que c'est le seul moyen aujourd'hui que vous ayez pour pouvoir savoir si vous êtes sélectionné ou pas. Si vous perdez cette fiche, c'est fini. Le département n'a aucun moyen de vous aider à retrouver vos résultats. Parce que vous devez retourner sur le même site où vous avez participé, rentrer l'information de ce formulaire que vous avez gardé à la fin, rentrer l'information pour pouvoir savoir si vous êtes sélectionné. Et si vous l'êtes, tant mieux. Vous pouvez maintenant suivre, on vous redirige vers un autre site où vous avez les renseignements pour savoir ce que vous devez préparer. Vous soumettez votre formulaire. Pour les résultats, c'est autour du mois de mai, pas avant.
À partir du mois de mai, vous avez vos résultats. Et à partir de ce mois, on vous demande tout de suite de remplir un formulaire de demande de visa que vous envoyez en ligne et vous patientez. Comme on l'a dit, c'est des nombres de visas disponibles chaque année. Pour le Togo, je crois en 2018, il y avait 1667 visas qui étaient accordés au Togo. Mais malheureusement, nous n'avons que généralement autour de 500, selon les chiffres qu'on a. Oui, en 2017, 504 visas qui ont été accordés. Ça veut dire que... Pourquoi? Oui. Dites-nous comment on doit faire pour consommer les 1667. Oui, il faut dire que c'est un programme, comme on le dit, vous jouez. C'est la loterie, c'est pour ça qu'on l'appelle la loterie. Tout le monde y joue sans regarder les instructions. Il faut voir les instructions, il faut être éligible. Donc, il faut par exemple avoir le bac, au minimum avoir le bac, et en jouant par exemple, mettre tous vos membres de famille. Parce qu'une fois que vous avez gagné, ou une fois que vous avez joué, c'est une machine qui va vous tirer au sort, et la machine ne saura pas si vous avez le bac. Si vous avez rempli correctement votre formulaire, vous avez mis tous vos membres de famille, époux, épouse légale, vos enfants biologiques ou légalement adoptés. Et légal veut dire l'époux secondaire aussi? Non, du tout. La polygamie est interdite aux États-Unis. Donc c'est juste l'épouse que vous avez eue devant un officier d'état civil. Donc si vous pouvez toujours passer l'étape de la sélection, mais ne pas être éligible pour le visa. C'est pour ça que nous avons environ 1600 visas, mais peut-être 500 personnes qui vont partir pour le Togo. Donc voilà. Merci beaucoup, applaudissez. Voilà. C'était un commentaire que c'est une façon nouvelle, moderne, d'aller en esclavage. C'est volontaire, c'est individuel. On décide soi-même. Ce n'est pas comme du temps, on part ou rafle dans les zones que vous connaissez, les marchés. On vous amène dans les coins comme à Porto Seguro ou à Nimania. On vous fait faire le tour du puits, pour vous faire effacer les choses de la tête. Et puis vous partez pour un non-retour. Non. Aujourd'hui, le monde est un marché globalisé. Si vous avez envie d'aller, vous souscrivez. Non, n'allez pas faire du tapage devant les États-Unis, l'ambassade tout simplement, parce que vous avez vendu tous vos terrains pour payer les droits de départ. Non remboursable, s'il vous plaît. Il y a des drames, hein, il y a des fois, vous pensez avoir fait un enfant biologique, et quand on fait la comparaison de la règle de sang, voilà, on se rend compte que ce n'est pas votre vrai enfant. Et les drames commencent. Il ne faut pas chasser, madame. Il ne faut pas chasser monsieur non plus. Il faut assumer. Quand on est à ce niveau de responsabilité, le sort vous a donné un enfant, même si ce n'est pas le vôtre. Assumez-le. Je vais donner la parole à M. Denis Dion. Donc je monte dans la sagesse. C'est pour ça que je comprends ces choses-là. Je monte dans la sagesse. Pour des humains normalement constitués, c'est difficile. Si vous les chassez, les petits, ils ne sont pas de vous. Ils vont aller où? Oh, oui. Si vous voulez monter dans le ciel, oui, il faut accepter. Monsieur Denis Dion, plus sérieusement, comment est-ce qu'on va en France pour étudier? Il semble qu'après, quand vous faites les pré-inscriptions, à quelle période, c'est compliqué les visas. Mais pourtant, dernièrement, vous avez augmenté, bon, lui n'est pas français, mais il travaille pour la France. Et vous avez augmenté encore les frais d'inscription, etc. Et comment on part? Est-ce qu'on finit? Est-ce qu'après, c'est M. Stéphane Busignol de l'OFI qui prend le relais pour nous faire revenir à Lomé, avec comme Viaco, avec emploi garanti et insertion, quelque part? Comment ça se passe pour les études? Il y a les bourses. Et nos jeunes, ils sont pauvres, nous sommes pauvres. Et je vous laisse le podium pour développer un peu, en 10 minutes, quelques affaires, et puis après vous donnez l'adresse à l'Institut français pour qu'on vienne envahir vos bureaux. Merci DG, en tout cas à l'AME, de nous avoir donné l'opportunité de partager, en tout cas, les démarches pour aller faire les études supérieures en France. Alors, donc, pour aller faire les études supérieures en France, désormais, il y a un opérateur français qui s'appelle Campus France, qui est une agence qui accompagne toute la mobilité étudiante. Donc, Campus France
est sous tutelle du ministère français des Affaires étrangères et du ministère français de l'enseignement supérieur. Et Campus France, dans les pays de départ, a mis en place pas mal d'espaces. Donc les espaces Campus France, qu'on les appelle, donc les espaces Campus France sont logés au sein des instituts et sous tutelle de l'ambassade de France. Donc l'espace Campus France du Togo est au sein de l'Institut français et en même temps à proximité du service de coopération. Puisque dans la procédure de Campus France, c'est le chef du service de coopération qui est le dernier à mettre un avis sur le projet d'études de l'étudiant. Alors, comment ça se passe, Campus France? Depuis 2016, novembre 2016, nous avons réussi au Togo à mettre en place la procédure que nous appelons la procédure études en France. Les candidats l'appellent communément procédure Campus France. Alors, cette procédure, elle est mise en place dans une trentaine de pays et c'est géré par une équipe dont moi je suis responsable au niveau du Togo. Alors, qu'est-ce que l'espace Campus France apporte aux candidats en désir de mobilité vers la France? Nous leur apportons de l'accompagnement. Dans l'accompagnement, nous mettons bien évidemment l'accueil, nous mettons également l'information, nous mettons aussi du conseil, de l'orientation également. Alors, l'information, comment est-ce qu'on la passe? Nous organisons à la veille des inscriptions dans les universités françaises ce qu'on appelle des sessions d'information. Donc, chaque semaine, les mardis c'est de 15h à 17h, il y a un collègue qui anime la session, qui explique toute la procédure. Et les samedis, de 10h à 13h, nous animons également une session d'information. Donc, ça nous fait banalement une cinquantaine de sessions de novembre jusqu'à mars. Voilà. Donc, par exemple, pour la rentrée prochaine, la rentrée de 2019, nous avons démarré la procédure en novembre 2018. Et le 27 mars, la semaine dernière, nous avons clôturé les inscriptions. Alors, la procédure est réglementée par un calendrier. Et donc, le calendrier permet aux candidats, selon leur profil, de savoir à quel moment il est autorisé à postuler, à envoyer son dossier de candidature sur la plateforme. Et c'est une procédure totalement dématérialisée. Ça veut dire que c'est l'étudiant lui-même qui se prend en charge. L'étudiant doit avoir les prérequis, au moins minimum, de savoir manipuler l'informatique. Ça veut dire qu'il doit savoir créer son compte, le renseigner avec des justificatifs. Et en termes de justificatifs, puisqu'on parle de l'enseignement supérieur, c'est à partir du bac. Donc, il commence par l'année du bac et il justifie chaque année. Si vous avez par exemple le bac en 2010, de 2010 à 2019, il faut que vous expliquiez tout votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2010? Et essentiellement, dans cette procédure, comment ça se passe? Le candidat, il crée son compte. Donc avec les informations personnelles, son nom, prénom, avec une pièce d'identité. Et une fois que c'est fait, on lui demande de compléter son parcours et les diplômes qu'il a pu avoir durant son parcours d'études. Et une fois qu'il met ces informations, on lui demande maintenant une motivation. Pour chaque choix, il y a un panier de formation. Cette année, ils ont eu la chance de choisir jusqu'à 7 choix. Ça veut dire que selon ton projet d'études, tu as la possibilité de choisir 7 formations dans les universités, dans les établissements connectés. Et pour ce faire, il y a un panier, il va aller choisir les formations souhaitées et il va soumettre son dossier à Campus France. Une fois qu'il soumet le dossier à Campus France, ça veut dire que les agents de Campus France ont maintenant l'autorisation d'aller toucher le dossier. Sans que le dossier ne soit soumis, on va pas le toucher parce que suppose que le candidat il est en train de concevoir encore son projet. Et donc quand c'est soumis, on va commencer par traiter le dossier et on va lui demander d'aller payer les frais de gestion qui s'élèvent à 65 000 francs au Togo. Donc les 65 000 francs, une fois que c'est payé, la banque nous envoie un pupitre comme quoi tel candidat a payé ses frais de dossier et on valide son paiement et on commence par finaliser le traitement de son dossier.
Une fois que le dossier est traité, on va programmer un entretien pédagogique. Donc c'est cet entretien-là qui est très important pour évaluer le projet d'étude du candidat. Donc il va rencontrer pendant 20 à 30 minutes un conseiller de Campus France qui va lui poser des questions sur sa motivation, pourquoi il veut aller étudier en France, pourquoi ses chaînes de formation et qu'est-ce qu'il pense faire après ces formations, c'est quoi son projet professionnel. Donc le candidat doit pouvoir, en tout cas, avoir les arguments possibles parce que à l'issue de l'entretien pédagogique, il y a une synthèse qui est faite et c'est cette synthèse-là qui va permettre à l'université de décider de l'accepter ou pas. Et donc on informe les candidats comme quoi il faut avoir une motivation suffisante. Et avant même de rentrer dans la procédure, il faut avoir un niveau suffisant, puisqu'il s'agit d'une candidature à l'international. Donc, la France est le 4e pays qui accueille chaque année plus de 300 000 étudiants. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est premier dans son parcours au Togo n'est pas forcément premier à l'international, parce qu'il est en concurrence avec d'autres étudiants qui ont peut-être un niveau beaucoup plus supérieur. Donc, la chance est réduite quand tu postules à l'international parce que le nombre est déjà élevé et les universités prennent souvent les meilleurs. Donc ils se basent sur le niveau académique, les matières de base, pour voir quel est le niveau, est-ce qu'ils travaillent bien dans ces matières-là. Alors donc à l'issue de la procédure, une fois que l'entretien est terminé, le candidat, en tout cas les universités sont maintenant autorisées à traiter en commission pédagogique le dossier de l'étudiant en lui envoyant une acceptation ou un refus et en motivant justement qu'est-ce qui fait que la candidature n'a pas été retenue. Donc, une fois que l'étudiant est accepté, il revient nous voir pour qu'on puisse l'accompagner à aller faire son dossier consulaire, à monter son dossier consulaire. Donc, on les accompagne jusqu'au consulat pour sa demande de visa, comment il doit monter le dossier pour qu'il n'ait pas un refus de visa. Et quand il a le visa, on réorganise une session de préparation au départ. Parce que c'est bien beau de rêver d'aller faire les études en France, mais il y a quand même des réflexes qu'il faut avoir, il faut se préparer. Il ne faut pas partir comme, voilà, on ne part pas comme ça en France parce qu'il y a des réalités qui ne sont pas les nôtres. Donc il faut sensibiliser nos jeunes frères et nos jeunes sœurs sur comment ils peuvent s'intégrer facilement en France en faisant des études et aussi à côtoyer les Français. Donc, au-delà de ces sessions de préparation, au départ, on les invite à rejoindre le réseau France Alumni, qui est un réseau des anciens, qui est un réseau très développé depuis 2014. France Alumni regroupe des centaines de milliers d'étudiants internationaux, c'est à plusieurs langues. Donc, tous les étudiants qui ont validé un diplôme français, tous ceux qui ont validé un diplôme français, peuvent s'inscrire sur cette plateforme. C'est vraiment une plateforme formelle, ce n'est pas un réseau informel qui est vraiment réglementé et qui permet d'avoir plusieurs avantages. Aujourd'hui, il y a le visa de circulation. Quand tu fais tes études en France et que tu reviens dans ton pays, tu veux repartir, le visa de circulation qui a été mis en place grâce au président Emmanuel Macron dans son discours de Ouagadougou en décembre 2017, permet à tous qui ont fait un diplôme français de repartir en France quand ils le veulent sur une longue période. Voilà. Donc ça c'est aussi important pour ceux qui ont fait des études, qui travaillent au pays et qui se disent que mais chaque fois qu'on veut faire une demande de visa c'est compliqué. Il y a cette facilitation aujourd'hui. Alors en termes de chiffres, pour terminer, en 2016, quand nous avons mis en place en novembre 2016 la procédure, nous avons constaté grâce aux campagnes d'information qu'il y a une montée, en tout cas en termes d'attractivité, la France devient de plus en plus attractive. Parce que en 2017, quand moi je suis arrivé à Campus France, on avait eu 1800 dossiers, alors qu'il y avait déjà plus de 5000 personnes qui se sont intéressées à la procédure. 1800 ont pu faire la démarche, et dans les 1800 qui ont pu soumettre, il y a au moins 900 qui sont partis. Donc ce n'est pas négligeable par rapport à 2016 où il n'y avait que 450 étudiants qui ont pu partir. Donc voilà
il y a quand même une augmentation de plus de 30% de flux de mobilité vers les études supérieures en France. Et en 2018, nous sommes passés de 1800 dossiers à 2924 dossiers, qui fait partie de 1200 étudiants. Et cette année, on a eu 2500 dossiers. Bon, parce que, comme le DG de l'NPE vient de le dire, depuis novembre 2018, il a été mis en place une nouvelle stratégie d'attractivité en France qui demande une contribution à l'étudiant. Donc, la subvention qu'accorde l'État français, qui est à hauteur de 10 000 € par étudiant, a été rebaissée, a été revue en baisse. Ça veut dire que l'étudiant doit désormais, pour un cursus licence, doit pouvoir payer maintenant 2770 € au lieu de 200 € ou 180 € qu'il payait. Donc voilà les coûts. Donc on a senti dans la campagne, on est redescendu, c'est-à-dire on a eu une baisse de 15%. Et ça s'explique parce qu'il y en a qui disent, au lieu de partir faire 5 ans d'études, je préfère faire ma licence ici et partir plutôt pour 2 ans parce que je n'ai pas les moyens de me prendre en charge pendant les 5 ans. Donc l'objectif a été réduit. Voilà, merci. Donc c'est 2762 et pour un parcours licence, c'est-à-dire 2770. Oui, c'est-à-dire il fait 3 ans en moyenne et c'est ce qu'il paye les 2700. Il paye par an les 2770. Oui, c'est bien loin, c'est bien loin. Et parce que bon, nous, vous allez dire qu'on est un peu plus riches, ouais. On ne dit pas non. On a des enfants au Canada, ça coûte cher. Nos collègues du Canada vous diront ce que ça coûte par session, sans bourse, hein, ce que ça coûte par session. Et donc, comparativement, je pense que le taux de la France est encore abordable. Donc, il n'y a pas de bourse, de mécanisme de bourse. Il y a des mécanismes, plus excellents, même s'ils sont pauvres. Si. Alors, donc, au niveau du gouvernement français, nous avons les bourses du gouvernement français qui fonctionnent par appel à candidature. Donc, on lance chaque décembre un appel à candidature. Actuellement, nous avons eu plus de 200 boursiers qui sont toujours en cours. Mais chaque année, il y a un volume plus ou moins de 10 boursiers qui sont plutôt sélectionnés au niveau master et recherche. Et cela se fait selon les priorités du pays. Nous travaillons beaucoup avec les 2 universités publiques du Togo et aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur les besoins du pays, les domaines dans lesquels ils ont besoin des chercheurs. Et c'est dans ces domaines-là qu'on donne plus de bourses pour que les gens puissent revenir accompagner le milieu de recherche universitaire. Donc il y a les bourses du gouvernement français et puis le ministère des Affaires étrangères met en place aussi une bourse qui s'appelle la bourse Eiffel, c'est une bourse d'excellence. Donc quand tu es intéressé par une formation, tu écris directement à l'université qui accepte d'accompagner et qui soumet ton dossier au ministère. Donc la semaine dernière, on a eu 3 boursiers qui ont été sélectionnés. Et au-delà de ça, on a aussi un outil très intéressant qui s'appelle Campus Bourse. Et dans Campus Bourse, vous avez plus de 800 programmes de bourse qui sont disponibles, que ce soit des organismes étrangers, des entreprises, des fondations, des pays étrangers. En tout cas, différentes sortes de bourses qui existent dans cet outil. Et selon ton profil, le niveau d'études, tu peux trouver ton bonheur. Voilà un peu les 3 dispositifs. Donnez-nous le lien de Campus France. www.campusfrance.org. C'est bien noté, les deux. Envahissez d'abord le lien Internet, lisez beaucoup, et puis après, vous pouvez faire un tour, prendre un rendez-vous et voir le service accueil de Campus France à l'Institut français, pas loin de l'immeuble de la douane et de Ibis, du consulat de France, que vous connaissez si bien. Et merci Dodi pour cette information. Monsieur Akapo et Monsieur Radi m'ont dit qu'ils avaient des engagements au-delà de midi. Et je voudrais leur donner une petite page rapide de 5 minutes chacun. Et Monsieur Akapo pour nous dire ce qui a été présenté lundi comme la feuille de route de la diaspora. Et il n'y a pas que la diaspora, il y a la migration professionnelle dedans et quelques flashs. Monsieur Radi va nous dire aussi, comme Monsieur Viago, Monsieur Radi, on se voit dans l'avion souvent, il fait des allers-retours, il est expert comptable, il travaille sur les fonds, la mise en place
Le novembre prochain, il va y avoir une grosse activité. Et on a demandé au PNUD quelque chose d'important. Je souhaite que les deux donnent quelques flashs pour vous faire rêver encore. Et dites à vos cousins qu'on peut revenir en tout ce qui est études, sans effraction dans son pays, et travailler sur le PND et les autres affaires du gouvernement local. Merci. Qui veut aller au premier? Monsieur Akapo? Ah, d'accord. Et il est là, l'officiel pour la partie éducation? D'accord. Je lui laisse la parole, mais juste, je vous reviens. Merci de patienter. Merci beaucoup. Monsieur Koumi? Est-ce que je peux... Vous pouvez aller au pupitre. Vous aussi, comme Campus France, on va vous envahir. Comment on étudie aux États-Unis? Oui, pour étudier aux États-Unis, il faut d'abord l'anglais. Très important. Parfois, quand les parents viennent chez moi ou bien les étudiants viennent dire, nous vous donnons un visa étudiant, visa pour étudier aux États-Unis. Et il y a tout un processus pour arriver au visa étudiant. Et la question qui se pose, pourquoi voudrions-nous aller étudier aux États-Unis? Les gens répondent que parce que ils veulent travailler dans les organismes internationaux. Ils ont un parent qui travaille ici et là. Et là, ça se justifie. C'est en cela que pour étudier aux États-Unis, on a un objectif clair, on sait ce qu'on veut faire pour sa carrière future. Et nous sommes là pour assister les étudiants ou toute personne qui veut étudier aux États-Unis. Nous avons un centre à l'ambassade des États-Unis qui s'appelle Centre de conseil académique dont je suis le responsable. Et nous sommes dans plus de 170 pays localisés dans les ambassades. Et notre travail est de donner des informations justes et non biaisées. La première information, ou bien la première assistance qu'il faut donner à quelqu'un, c'est de l'aider à définir ce qu'il veut faire. Et nous accompagnons les étudiants, ou tous ceux qui veulent aller, ou bien les professionnels, à définir leur carrière future. Et ça s'intègre dans le développement de la nation, de votre pays, et dans le développement international. Donc un étudiant qui serait admis dans une université américaine doit avoir cette propension, cet engagement à développer, à changer quelque chose dans sa communauté ou sur le plan international. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape constitue à financer les études. Les études aux États-Unis, je le dis... Ça coûte cher, vous allez le dire. Non, pas cher, mais relativement cher. Relativement cher. Bien sûr, relativement cher, mais quand vous savez vous prendre, vous pouvez aller étudier aux États-Unis, même pas payer un seul franc. Il y a des programmes. Donc vous vous préparez. Vous allez prendre des tests d'anglais. Vous allez faire des tests. Ceux qui veulent faire la licence vont faire un test, des tests standards qu'on appelle, il y a le SAT, il y a un test qu'on appelle le TOEFL pour tester votre aptitude à parler en anglais et à tenir dans un environnement académique. Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous emmenons faire un long voyage du désert aride et mortel du Niger au rivage et aux champs de la Sicile en passant par l'une des villes les plus dangereuses au monde, Tripoli, la capitale de la Libye, en pleine guerre civile. Depuis la... Bon, maintenant c'est réglé. Les États-Unis sont un long voyage, mais ce n'est pas aussi dangereux que... Alors, on continue. Alors, on continue. Quand vous prenez bien, vous vous préparez et vous choisissez l'école qui cadre avec vos finances, vos ambitions et les possibilités de financement. Je m'explique. Il y a des possibilités de financement au besoin. Un parent qui veut envoyer ses enfants aux États-Unis, il voit sa capacité et il voit l'école. Est-ce que cette école a des fonds ou bien des aides financières? Il y a des aides financières au besoin. L'école coûte peut-être $20 000 par an. Le parent a $10 000. Il donne des preuves. L'institution peut vous aider à envoyer votre enfant et les $10 000 seront supportés par cette institution. Voilà la première étape. Il y a des étudiants qui sont réellement dans le besoin. Tout ce qu'ils ont, c'est la tête. Nous, on les assiste. Nous avons un programme que nous appelons Opportunity Fund Programme. Là, c'est des enfants, des étudiants qui travaillent bien à l'école, même depuis déjà le lycée, première, seconde, terminale, on les recrute. Nous payons tout pour eux. N'oubliez pas que pour étudier aux États-Unis, c'est l'anglais, c'est des tests qui ne sont pas dont le Togolais commun n'est pas familier. Donc on les prépare à pouvoir prendre ces tests et ça a un coût. Nous payons tout pour ces étudiants. Mais eux, ils
doivent faire tout pour avoir une bourse entière dans les universités américaines. Et nous en avons aujourd'hui des Togolais qui sont dans les grandes universités qui coûtent $6 000 par an. Comment s'appelle la Togolaise qui est Harvard, dont le père est menuisier, on m'a dit. C'est-à-dire revenu modeste, pas comme M. Amoussou. Et qui est maintenant à Harvard, pour lequel je vais faire attention pour lui préparer le meilleur emploi, pour qu'elle revienne. On m'a soufflé un nom, mais je n'ai pas le nom. Oui. Bon, des fois, nous avons, ils sont tellement nombreux que j'ai 2 que je viens d'envoyer à Michigan State University. Ils font l'informatique, ils sont presque les premiers au Togo. On les a assistés à y aller. Leurs parents viennent de nulle part, comme on le dit. Alors, nous voyons tout ça là et nous aidons les étudiants. Maintenant, un étudiant dont les parents, un étudiant qui est très bien, qui travaille très bien, même si les parents sont très riches, on appelle ça des bourses au mérite. Donc, les parents qui peuvent préparer leurs enfants, on les prépare à pouvoir avoir cette bourse-là dans les universités. La bourse n'est jamais donnée au Togo, la bourse est donnée aux États-Unis. Même les bourses que le gouvernement offre sont finalement données par l'université. Il y a la bourse Fulbright, c'est pour les professionnels à mi-parcours, ceux qui ont déjà une licence ou bien un master et qui ont déjà fait 2 ans de carrière professionnelle et qui veulent aller continuer aux États-Unis, ils obtiennent une bourse Fulbright. Le processus prend 1 an à 2 ans. En février, on lance le programme. Les gens envoient les dossiers, on ne regarde même pas les bulletins. Monsieur Koumi, votre adresse. Ça là, demain ils vont venir vous envoyer. Oui. C'est 3W qu'on va écrire. Alors, oui, allez-y. oui, donc je vais aller très vite. Il y a la bourse Fulbright, il y a la bourse Humphrey, un responsable d'une unité dans un service, on peut l'envoyer faire 10 mois et tout ça c'est payé à 100% par le gouvernement. Il peut aller faire 10 mois dans un domaine précis et revenir. Il y a les bourses qu'on appelle les bourses de recherche pour les universitaires, je dis les enseignants à l'université qui veulent aller faire 10 mois, on les envoie à le faire. Voilà, il y a les bourses scolaires, il y a des bourses sportives, comme quelqu'un qui joue bien au football peut obtenir une bourse. Il y a des bourses assistantship, vous pouvez aller aider un enseignant aux États-Unis et puis obtenir la bourse et on vous paie. Il y a des bourses, vous travaillez sur le campus. Aux États-Unis, il y a des travail pour tout le monde sur le campus. Après avoir fait tout ça, vous choisissez, vous envoyez vos dossiers. Et il y a quoi? Les dossiers sont envoyés, analysés, et vous avez le retour. Quand vous avez le retour, on vous envoie un document qu'on appelle I-20, et c'est en ce moment que vous allez vous diriger vers le consulat. Et normalement, c'est la 4e étape. Merci beaucoup, monsieur. Alors, vous obtenez ça là? Oui. Non, merci beaucoup. Étape. On va faire court. Oui. Parce que maintenant, avec notre partenariat, soit on va faire quelque chose à Icona à l'université, ou bien on peut faire d'autres sessions d'information plus intenses, peut-être à ESIS, UAEC. On va voir avec les partenaires. Ce que vous dites est tellement intéressant. Je les vois, les yeux brillent. Ils ne savent pas. Notre gouvernement a un peu de bourse, mais pas autant de moyens. Et ils sont très intéressés. Est-ce qu'on peut maintenant vous solliciter, des fois dans des espaces, et que vous veniez véritablement donner l'information? Mais en attendant, quand ils veulent venir à l'ambassade, puisque vous êtes dans un endroit un peu hyper et protégé, derrière la présidence, derrière l'hôtel, là où il y a beaucoup d'argent, mais beaucoup de papiers d'argent, comment est-ce qu'ils peuvent venir? À quel moment vous êtes ouvert? On peut vous appeler? Comment est-ce que ça se passe? Bon, ce qui se passe, tous ceux qui m'ont vu aujourd'hui, ils peuvent toujours venir à l'ambassade et dire qu'ils m'ont vu et ils veulent me voir. Ah. Et il y a une liste, ils mettent leur nom et puis disent Forum de l'immigration, Canal Olympia. Je vais moi-même les appeler. Ah, applaudissez. Une session. Alors, si vous n'arrivez pas à venir là-bas, vous allez en ligne, vous cherchez l'ambassade des États-Unis, contact, je ne vais pas donner, vous allez trouver en ligne, contact, ça y est là-bas, vous appelez. Quand vous appelez et vous demandez le conseiller académique, on va vous diriger vers moi, je prends tous vos contacts et je prends vos noms et vous allez venir me voir. Je vais passer au moins 15 minutes avec vous pour discuter de votre carrière future en termes d'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Koumi. Merci beaucoup.
Le temps fuit beaucoup. Je vais donner la parole à M. Akapo et ensuite à M. Eradi. Donnez-leur le micro, de leur place, ils nous disent une ou deux affaires. Bon, Solif, tu feras 5 minutes pour dire en gros après ce que fait l'ANPE maintenant dans l'espace. Et puis notre collègue de BCGO aussi, et pour le mécanisme qui a permis de faire venir M. Viago, nous dira en 2 mots ce que c'est ce mécanisme. Depuis, sur les stands, il y aura plus d'informations sur le retour à partir de la France. Et merci M. Akapo. Merci. Je vous remercie tout d'abord pour l'honneur que vous nous faites en nous associant à ce grand forum. Vous savez, tout récemment, avec le gouvernement Plassou 2, les attributions du ministère des Affaires étrangères ont été renforcées. Et, disons, un regard particulier a été porté sur la protection des Togolais de l'extérieur. Cette révision des attributions nous amène à mettre en place une feuille de route pour mieux assister nos compatriotes de l'extérieur. Cette feuille de route qui répond donc à une vision portée par les plus hautes autorités se décline en 3 axes principaux qui eux-mêmes se subdivisent en 10 objectifs. Et ces 10 objectifs se déclinent en une vingtaine de projets, dont un projet phare qui ne parle pas donc, du Forum pour l'emploi à l'international, mais du Forum économique des Togolais de l'extérieur. Pour revenir à ces 3 axes stratégiques, je vais les citer nommément. Le premier axe fait référence à la valorisation du capital économique et humain. Le second axe traite de la communication entre le gouvernement et la diaspora. Et le troisième axe parle un petit peu de l'amélioration, de la protection et de la défense des Togolais de l'extérieur. Je voudrais alors insister un petit peu sur le troisième axe, l'axe qui nous parle de la protection et de la défense des Togolais de l'extérieur, puisque c'est cet axe que nous travaillons avec la NPE, un axe qui nous permet de regarder de très près les conditions donc, de vie et de travail de nos compatriotes qui sont candidats à l'emploi à l'international. Et cette disposition donc, nous permet ici d'identifier donc, avec l'aide de la NPE donc, les pays demandeurs de main-d'œuvre. Et ensuite, donc, d'identifier également les pays donc, de non-respect du droit des travailleurs. Et après ces 2 éléments, donc, il nous faudra maintenant mettre en place une stratégie donc, avec les secteurs concernés en vue d'entamer ce que nous appelons des négociations sur le plan diplomatique pour parvenir à des accords bilatéraux. Donc après les négociations de ces accords, donc, nous allons alors procéder à la signature de ces accords. Donc la feuille de route, voilà, donc brosser très rapidement cette feuille de route. Bon, si vous voulez avoir plus d'informations, nous avons un stand donc, dans Sainte. Cette feuille est disponible et nous serons également disposés à engager donc, des discussions donc, avec vous sur Merci M. Akapo. Avant de donner la parole à M. Radi, c'est important quand vous cherchez les informations de vérifier si le Togo a un accord avec le pays dans lequel vous rêvez d'aller. Certains rêvent d'aller en Australie, je vois des messages sur les WhatsApp. Est-ce qu'on a balisé le chemin? Il y a eu des drames au Liban, pour nommer le Liban, oui. Dans le Golfe, il y a des drames. Mais le gouvernement a accompagné l'ANPE et en novembre dernier, nous avons négocié avec Immigration Québec. Nous avons fourni la documentation avec l'appui de l'ambassade du Togo à Ottawa.
Inch'Allah, avant la fin de l'année, nous allons signer un protocole d'entente entre Immigration Québec et l'ALPE pour le compte du gouvernement, sous la supervision, bien sûr, de nos ministres. Ceci permet de faire partie très régulièrement sur les emplois qui sont sollicités dans les secteurs que vous connaissez déjà, de façon sécure. Mais avant ça, l'après-midi, vous allez suivre, Dr Kouvaïe va vous dire, les métiers, il m'a même dit qu'on cherche des coiffeurs. Est-ce que nos coiffeurs de rue là ont attrapé une fois les cheveux d'un blanc? Je ne sais pas. Mais il nous dira le soir, comment est-ce qu'on part pour le Canada? Ils font partie des gens. Quels sont les diplômes qui sont déjà homologués, disponibles dans quel établissement? Voyez-vous? Donc nous avançons rapidement. Donc dites à nos frères de la diaspora, ils nous envoient beaucoup d'argent, ça fait à peu près 10% de notre PIB. Sur le côté politique, on est en train de travailler pour voir à quel moment ils vont avoir le droit de vote. Ils réclament bruyamment le droit de vote. On comprend. Ils vont l'avoir. Mais déjà, votent par leur argent déjà. C'est bon. Mais ils auront encore. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de leur argent? Est-ce que c'est seulement pour les mariages? Faire les mosquées. Et puis, il y a des spécialistes de Western Union que je connais maintenant. Il y a des jeunes parmi vous qui dorment la nuit. Non, ils circulent la nuit. Ils sont devenus des chauves-souris. Ils circulent la nuit. Et quand on leur envoie 100 € pour le vieux, ils donnent 10 € au vieux. Ils gardent le reste. Ils ont des cousins comme ça aux États-Unis, 10. 100 €, 100 € fois 10, ça fait 1000 €. Et puis, ils chauffent le vieux, et puis ils ne donnent pas grand-chose, et puis ils vivent de ça. Et il vient me dire qu'il est chômeur. Je leur ai dit, nous concrètement, de votre expertise, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent de la diaspora pour investir dans... Je sais que vous avez fait des études dans beaucoup de domaines comme ça. Vous êtes un élément de la diaspora qui a réussi. Et dites-nous quelques de mots. Merci. Je vous remercie. Je dois d'abord saluer l'initiative de l'ANPE et de tous les partenaires au développement d'organiser de pareils événements. Parce que nous, à l'époque où on devait quitter l'Afrique, si on avait eu la chance d'avoir toutes ces informations-là, je pense qu'on serait allé encore plus loin. Je tiens à le dire vraiment pour saluer ce qui se passe. Il demande d'être debout pour les voir et parler fort dans le micro. Je sais que vous êtes bien. Ah oui, c'est bon. Non, il y a un nom. Non, tu peux même les voir de face. Non, tu es habitué à ça. Les deux veulent te voir. Les deux veulent te voir. Les deux veulent te voir. C'est un piège, en fait. Pour être un peu plus sérieux, en fait, je dois vraiment remercier l'ALPE pour ce travail qu'elle fait pour les jeunes. Il se trouve que moi-même, je travaille pour la jeunesse maintenant depuis 20 ans. C'est pour ça que je salue à sa juste mesure ce qu'il est en train de faire pour le pays. J'espère d'ici 2 ans faire parler de mon projet au Togo et peut-être dans le monde, parce que ça va être le premier guichet qui offre aux jeunes un guichet unique pour avoir toutes les informations, pour avoir un parcours de vie. Ce n'est pas seulement un parcours à l'étranger qui est le parcours possible, mais c'est juste avoir un parcours de vie pour les jeunes. Et j'espère un jour avoir un site internet pour ça, pour vraiment répondre aux plus grands enjeux de la jeunesse africaine. Et je fais ma parenthèse. C'est pour ça que je reconnais vraiment l'importance de ce que l'ALPE essaie de faire pour le Togo. Et je vous assure que tout ce qui a consisté à aller voir des agences à l'étranger, comme le Canada, les États-Unis, Pôle emploi, je vous assure que c'est la première fois que tout ce travail est fait au Togo. Et il faut que vous reconnaissiez à sa juste mesure ce qui vous est proposé. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'on veut positionner vraiment le pays comme un hub où il y a vraiment de l'intelligence que l'on vend à l'extérieur. Jusqu'à présent, le Togo était connu et reconnu comme étant un vivier de talent. Et je vais citer quelques noms qui vont vous montrer à quel point, quand on parle de talent togolais ou d'excellence togolaise, ça a du sens. Le seul Africain qui est dans le plus grand cabinet d'avocats au monde, dans le conseil d'administration du plus grand cabinet au monde qui s'appelle RITS, un des plus grands cabinets américains, est un Togolais. Il s'appelle Pascal Agoïbo. Il vient de quitter le cabinet il y a quelques temps, mais juste à son départ, c'était un des seuls mois dans le monde à figurer dans ce cabinet. Je vais citer encore un autre nom que vous connaissez mieux qui s'appelle Didier Apeté, et je le cite parce que je veux parler de quelque chose qui vous concerne. Quand on avait créé Afrique Search au départ,
on nous avait traité un peu d'esclavagistes, des gens qui ramenons de force les gens en Afrique pour venir rentrer travailler. Et quelques années après, le cabinet Afrique Search est devenu pionnier dans le fait qu'il amène l'expertise africaine pour venir travailler en Afrique. Et pourquoi je parle de cet aspect retour sur le continent? Parce qu'en fait, il y a un paradoxe que vit notre époque. Tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Tout le monde considère que l'Afrique, c'est là où il y a le plus de réservoirs de croissance. C'est là où il y a le plus d'espoir. C'est là où il y a le plus de rêves. Et paradoxalement, notre continent est un continent où beaucoup de jeunes s'en vont. Donc l'idée, quand on a décidé d'encourager le retour, c'est de démontrer qu'il y a mieux à faire sur le continent qu'ailleurs. Donc ça, je veux que vous partez d'ici en étant convaincu du fait que même si vous partez à l'étranger, il faut avoir un projet pour rentrer un jour chez soi. Parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Et je vous le dis vraiment du haut de mes 33 ans d'expérience professionnelle, on est mieux chez soi. J'insiste là-dessus. Et c'est surtout pour passer un message à tous les jeunes qui vont jusqu'à sacrifier leur vie pour un avenir. Les gens qui ont fait la pièce de théâtre tout à l'heure, vous ne pouvez pas savoir à quel point ils m'ont touché par ce qu'ils ont dit. Quand vous essayez de convaincre un jeune chinois, un jeune américain, un jeune japonais de ne pas aller chez lui, vous déployez beaucoup moins d'énergie et d'effort que quand il faut convaincre un jeune africain de rester chez lui. Et pourtant, les Américains, les Japonais, les Chinois, ils trouvent leur voie d'espérance, de croissance sur notre continent. Et c'est ce paradoxe qu'on doit changer. Il faut que notre continent devienne la vitrine du monde. Et je vais vous dire pourquoi on doit devenir la vitrine du monde. Dans les années qui viennent, à peu près autour de 2050, on aura la population la plus jeune au monde. On sera la puissance du monde. On sera la force du monde. Si tout le monde s'en va, qui va exercer cette puissance qu'on va avoir demain? Qui va dire au monde, voilà dans quelle direction les choses vont aller? Parce qu'aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux qui sont la puissance du monde, ils ont formé leurs jeunes pour faire ça. Ils ont gardé leurs jeunes pour faire ça. Ils ont fait en sorte que les jeunes Européens, les jeunes Chinois, les jeunes Japonais restent dans leur pays. Donc l'enjeu qui est en cours, ça nous dépasse tous. Il ne faut pas réfléchir simplement par rapport à soi en se disant qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi, comment mon pays peut m'aider. Il faut se dire chacun, comme le disait le président Kennedy, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays. Et j'insiste là-dessus, parce que sur notre continent, si nous-mêmes nous ne prenons pas la décision de faire en sorte qu'on puisse exercer la puissance qu'on va gagner demain, on sera esclave. On aura tout ce qu'il faut, mais Internet sera dominé par les Européens. Alors qu'on a le nombre pour dominer Internet. Si vous avez le nombre, normalement, sur Internet, vous pouvez dominer. Si vous avez la culture, vous pouvez normalement dominer les batailles qui vont se livrer demain. Donc tout ça est un problème. J'insiste là-dessus. Moi, j'ai fait un peu le tour du monde. Je vous assure, la raison pour laquelle j'ai décidé de créer un site Internet, c'est d'abord parce que je sais que la moitié de la population mondiale bientôt sera africaine. Et donc je veux être demain l'équivalent de Mark Zuckerberg qui va dominer le marché digital, qui va dominer le marché numérique, où vous êtes déjà présent. Le marché numérique, aujourd'hui en Afrique, les jeunes dominent déjà ce marché. Donc mon message pour vous, c'est un message d'abord d'espoir. On va faire tout ce qu'on peut pour que le continent puisse bénéficier de ces atouts sur place. Mais les gens qui partent, il faut les encourager à rentrer. C'est aussi le sens de la feuille de route que le gouvernement a fait en faisant en sorte qu'il y ait le maximum de jeunes qui sont dans la diaspora qui rentrent. Donc, quand vous faites vos projets pour partir, nous allons vous accompagner. Ayez en tête de faire aussi le projet de retour. Zouménion, Moussakou, Apéo. Dit-on Amina. C'est-à-dire, quand vous allez quelque part, même si c'est très beau, ce n'est pas équivalent à son pays, traduit textuellement. Merci, Safio. On va donner la parole à Lofi en 2 mots, et puis le reste sur le stand. Je vais sacrifier Solim, éventuellement, parce que si l'offre de l'ANPE, vous l'avez ça dans les brochures, Solim, tu peux le dire en 5 minutes. Quand les gens veulent venir à l'ANPE, qu'est-ce qu'ils viennent, toi, si tu as un cahier d'accueil là-bas, avec un 3W, quelque chose. Solim, oui. Et on a mis une dame hein, sur l'unité de migration. C'est pour qu'elle puisse vous recevoir correctement. Parce que nous, les hommes, là, vous savez, c'est compliqué. Quand madame nous a chauffé à la maison, on vient au boulot, on devient difficile. Solim, qu'est-ce qu'il y a concrètement à Nikonakwe, à l'étage là-bas, dans l'unité de migration? Merci. Vas-y. Merci, DG. De beaux pouvoirs publics, dans ta grande beauté, ils veulent te voir, la présidente de Gaza. Merci, DG.
Effectivement, la mission du service migration, c'est d'accompagner les candidats à la mobilité professionnelle pour une migration régulière, pour une migration réussie. Et vous l'avez vu, la devise, c'est promouvoir l'emploi au-delà des frontières. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on ne peut pas arrêter la migration, on ne pourra que l'accompagner. Donc, en tant que service public d'emploi et également du service migration professionnelle, c'est ce devoir, c'est cette responsabilité-là qu'on se donne en accompagnant. L'accompagnement, en fait, commence par la définition du projet. Hein. Généralement, on rêve, on dit on veut voyager pour aller travailler. Travailler dans quel pays, on ne sait pas. On doit être capable, à l'issue de notre accompagnement, de définir le projet, de définir son projet, et ce projet-là vous permet également de mieux vous orienter hein, de par votre projet de mobilité. Lorsque le projet est défini, on vous aide à définir votre projet, on vous aide également, on vous accompagne à faire un bilan. Le bilan est très nécessaire lorsqu'on envisage travailler à l'étranger. Il faudrait faire un bilan de connaissance de soi, les soft skills. Est-ce que vous avez les attitudes comportementales qu'il faut pour aller travailler au Canada, pour aller travailler en Italie, pour aller travailler en Belgique? Est-ce que, au niveau de votre objectif professionnel, de par votre compétence, de par votre diplôme, est-ce que vous avez l'expérience qu'il faut, la capacité qu'il faut pour aller travailler dans le pays de destination où vous rêvez de travailler? Donc, c'est cet accompagnement-là que nous faisons. En troisième lieu, c'est de vous orienter vers les formations. Les informations sur votre pays de destination. Généralement, on connaît le pays. Mais il est important de connaître également la ville dans laquelle on aimerait travailler. La ville, les conditions de vie, le climat politique, le climat social. S'il y a des troubles dans le pays de destination, vous nourrissez l'ambition d'aller travailler. Vous ne pouvez pas. Le climat social, les conditions de vie, les conditions de travail. Votre budget financier, c'est également important. Parce que lorsque vous décrochez peut-être un emploi dans un pays étranger, il faudrait que vous soyez capable de vous prendre soin dès les premiers moments de votre arrivée. Donc il est important de voir tous ces aspects-là. La législation du travail en vigueur, c'est important également. Les relations sociales dans le pays de destination. Vous voulez aller, il faudrait vous adosser peut-être d'un parent, d'un concours, d'un parent, d'une sœur, d'une tante, si vous n'en avez pas. Quelles sont les conditions ou quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour pouvoir, en tout cas, réussir dans ce cadre-là, votre projet? Merci. En marge de cela, oui. Nous avons des sites d'offres d'emploi à l'international. En tout cas, vous allez passer pour la visite des stands. On mettra à votre disposition tous ces sites-là. Et ce que je pourrais ajouter, c'est que le service est ouvert. Le service est ouvert à vous. Et n'hésitez pas à passer. On a des points de relais dans toutes les agences de l'ANPE qui sont là, qui sont prêts à vous accompagner. Aussi bien l'accompagnement au départ que l'accompagnement au retour. Je vous remercie. Merci Salé. Nous sommes suivis par vos streaming sur Facebook. Dites à vos cousins qui sont à Akara, à Niantougou, et partout où il y a la connexion, qui peut se brancher pour suivre cette activité. Dans les points de service de l'ANPE, Baguida, Adakwame, Zoroba, Université, Bloc pédagogique, École à Point, Doumancé, Sévier, Palimé, Atapame, Sokorikara et Dapan. Nous avons un conseiller en migration de travail, formé, et qui peut donc vous aider à faire les premiers pas. Donc commencez pas à envahir nos espaces,
d'abord sur le stand, et ensuite, mettez la pression. Peut-être le gouvernement va vous donner un peu plus d'argent pour recruter parmi vous certains qui vont être formés aussi pour accompagner davantage. Il reste BCGO, M. Plékou Kofi et Afidegnon. Est-ce qu'il peut nous dire 2 mots? M. Stéphane Vignol, 2 mots sur la question de l'aller-retour par rapport à la France, surtout quand on veut revenir. Il y a des dispositifs pratiques en entrepreneuriat. Et hier, ils ont approuvé 4 ou 5 projets, 7 000 €, quelque chose comme ça. Monsieur Viago et les gens vivants, qu'on peut revenir travailler quelque part, peut-être à l'ANPE, non, dans le commerce. Monsieur Stéphane Vignol, bienvenue et je vous donne le micro. Merci. Oui, bonjour à tous. Encore face aux jeunes, ils aiment bien nous voir. Ok, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Monsieur le Directeur Général, merci aux amis de l'ANPE du Togo de nous avoir conviés à cet événement. C'est pour nous une opportunité de pouvoir justement communiquer sur le travail qu'on fait, que ce soit en matière de gestion des procédures d'immigration vers la France, ou que ce soit aussi dans les dispositifs que nous mettons en œuvre avec le concours de l'ANPE pour favoriser la réinsertion des Togolais qui décident de rentrer au pays après un séjour en France. Donc, pour faire bref, parce que j'ai compris que la consigne c'était de faire bref, les procédures d'immigration professionnelle vers la France, elles suivent en fait des différentes étapes et que vous devez déjà vous commencer par construire votre projet professionnel. Donc, pour la France, il n'y a pas de loterie, hein, clairement. C'est pas les mêmes procédures du tout. Donc, l'enjeu, c'est de répondre à un besoin. On parlait, certains intervenants ont évoqué l'adéquation des compétences avec les besoins des entreprises pour partir s'expatrier, travailler à l'étranger. C'est pareil pour la France, c'est pareil pour le Togo. Donc, c'est pour répondre aux besoins des entreprises avant tout. Donc, votre projet, il doit se construire autour de ça. C'est-à-dire choisir un cursus de formation qui vous orientera vers un métier qui répondra aussi à un besoin d'une entreprise. Donc si vous ne répondez pas aux besoins des entreprises, vous n'aurez pas de projet professionnel qui sera en adéquation avec ceux qui pourraient vous employer, donc il n'y a pas de projet migratoire. Donc ça, c'est un élément important. Donc je le dis parce que bon, on a évoqué les études vers la France, le choix, la construction du projet d'études, il doit se faire en adéquation avec le projet de carrière professionnelle que vous avez. Donc ça, c'est important. Donc dans les différentes étapes, après, c'est pas forcément vous qui allez demander à pouvoir partir travailler en France. C'est une entreprise en France, qu'elle soit française ou étrangère, mais établie en France, qui va faire exprimer le besoin et va faire en sorte que vous puissiez venir. Donc vous voyez, donc, ça part du besoin, hein, ça part pas forcément de votre envie de migrer, même si évidemment les deux doivent se connecter à un moment donné. Donc ceux qui veulent partir pour travailler en France, il faut déjà trouver une opportunité de travail en France. Donc ce qui n'est pas forcément évident, mais effectivement il y a tout un tas maintenant d'outils, il y a des services, l'ANPE vient de nous présenter, des plateformes numériques qui se mettent en place. Donc voilà, il faut déjà trouver l'opportunité, ce qui n'est pas simple, mais ce qui est faisable. Donc à partir de là, effectivement, c'est l'entreprise qui après engage une procédure pour pouvoir vous faire venir. Donc dans cette procédure, il y a différents services administratifs qui interviennent. Pôle emploi a pu évoquer brièvement tout à l'heure. Et c'est surtout les directions du travail en France, donc, les directs dans notre jargon administratif, qui ont des services de main-d'œuvre étrangère qui vont recueillir les demandes exprimées par les entreprises sur votre embauche. Et c'est ces services-là qui vont, au regard du droit du travail en France, de l'état du marché de l'emploi en France, voir s'il est pertinent de faire venir un Togolais en France pour répondre aux besoins de cette entreprise. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est un processus qui n'est pas forcément simple, mais qui est faisable quand on répond aux besoins des entreprises. Donc l'OFI, dans cette chaîne administrative, a un rôle effectivement qui fait le lien entre les différents services français, que ce soit les préfectures en France, que ce soit les directions du travail que j'évoquais, que ce soit les consulats de France aussi, puisque c'est l'OFI qui transmet au consulat de France ces demandes d'embauche et qui fait nécessaire du coup pour que le visa puisse être délivré pour des raisons de travail. Donc ça c'est dans le sens Togo-France pour la mobilité professionnelle. Et comme l'évoquait le directeur général, l'OFI intervient ici au Togo en partenariat avec l'ANPE et on a cité le cabinet BCGO que je remercie, qui est sur le stand en train de répondre à nombre d'entre vous.
on met en œuvre un dispositif d'accompagnement au retour et à la réinsertion. Donc des Togolais qui étaient en France et qui décident de rentrer volontairement en France. Donc c'est aussi bien un outil de lutte contre l'immigration irrégulière, c'est aussi un outil qui est là pour encourager le retour des compétences au Togo. Donc on a parlé des études en France, de plus en plus de Togolais veulent partir étudier en France, ce qui est une très bonne chose. L'idée après c'est de pouvoir encourager le retour des compétences pour que ces compétences puissent contribuer aussi au développement du pays. Donc c'est là aussi où l'OFI peut intervenir. Donc on a vu l'exemple de M. Viagbo ce matin qui est passé par ce parcours-là. Donc l'idée c'est de pouvoir vous accompagner une fois que vous souhaitez rentrer au Togo pour favoriser votre insertion professionnelle, que ce soit à travers un projet d'insertion professionnelle par l'emploi ou un projet d'insertion professionnelle par la création d'entreprise. Voilà, on a ces deux outils-là avec lesquels on compose entre la NPE et BCGO qui travaille ici localement. Donc pour l'aide à la réinsertion par la création d'entreprise, donc ça consiste en gros un appui technique, un accompagnement sur 1 an, ça devrait même pouvoir s'étendre à 2 ans maximum, pour justement accompagner, coacher la personne dans la création et la mise en œuvre de son projet d'entreprise. Donc ça passe par des études de faisabilité, ça passe par l'élaboration d'un plan d'affaires, qui est soumis après une commission, telle que celle que nous avons tenue hier avec le cabinet BCGO et le concours de la NPE, pour qu'on étudie le projet et puis qu'on puisse aussi décider si on va plus loin, donc en fonction de la viabilité du projet, et c'est souvent quand même le cas, aller plus loin en attribuant un financement, c'est-à-dire qu'on va accorder une subvention donc, pour pouvoir impulser le lancement du projet et attribuer donc une prestation d'accompagnement par nos partenaires locaux pour que la personne puisse être vraiment suivie et coachée pour mettre son projet en œuvre. Donc voilà, donc ça c'est l'outil sur la création d'entreprise. Et le deuxième volet qu'on essaye donc de développer, et M. Viagbo en est le premier exemple au Togo, c'est de pouvoir attribuer une aide à la réinsertion par l'emploi. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément né entrepreneur. Certains voilà, vont se former à l'extérieur, souhaitent plutôt trouver un emploi salarié ici. Il y a des besoins, donc il y a des entreprises qui ont besoin de compétences. Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir essayer de faire ce lien-là entre les besoins d'entreprise et les jeunes qui sont partis se former à l'extérieur et qui recherchent une opportunité professionnelle ici. Donc voilà, là aussi, il y a un accompagnement donc avec le même cabinet BCGO et la NPE du Togo, pour accompagner la personne dans sa recherche d'emploi. Donc on n'a pas d'emploi, de réserve réservé aux Togolais qui rentrent de l'extérieur. Hein. Je le dis parce que des fois c'est des questions, voilà, on nous appelle au bureau en nous disant voilà, je suis à Paris, j'envisage de rentrer, qu'est-ce que vous me proposez? Nous on ne crée pas d'emploi, clairement. Donc celui qui recherche l'emploi c'est bien le candidat, donc nous l'idée c'est vraiment d'accompagner la personne et que la personne soit au cœur de son projet d'insertion professionnelle. Donc c'est à la personne de chercher son emploi. L'idée est bien de l'accompagner, d'activer les différents réseaux et de le rendre plus attractif au recrutement. C'est là que l'OFI intervient en attribuant là aussi une subvention à l'entreprise qui va accepter de recruter un jeune Togolais de retour. Donc l'OFI peut prendre en charge la moitié du salaire sur 1 an pour justement favoriser le recrutement de ces jeunes de retour. Voilà. Donc voilà les 2 outils que nous mettons en œuvre. Merci Stéphane, applaudissez pour Stéphane. Dans la CET et les autres entreprises que j'ai vues ici, mais vous pouvez prendre des jeunes Togolais diplômés qui veulent revenir et les héberger pendant 1 an au moins avec ce dispositif qui permet de baisser un peu le coût salarial. Et puis si ça marche, ils restent chez vous, ou bien ils vont à la concurrence où ils ont le temps de nourrir leurs rêves. Nous avons fait le tour des présentations. Le temps de la pause, le film qu'on voulait projeter va durer au-delà, donc on va faire une pause. Déjeuner. J'aurais aimé faire déjeuner tous les jeunes, mais les moyens ne sont pas encore à ce niveau. Donc, comme on dit dans le jargon, pour vous, c'est un déjeuner libre. C'est-à-dire, vous allez voir Imoluta ou à côté, quelque chose à côté. Et puis, on se retrouve à moins le quart, de façon à voir avec le film. Et deuxième atelier, panel, on a su les aspects concrets avec nos amis de la Tunisie qui vous diront comment ils font.
Vous allez voir concrètement ce que l'ANP aussi va faire ici. Mais ils font des choses avec l'Allemagne déjà. Ils vont vous dire sur quel métier. Je sais qu'il y a des sages-femmes, infirmiers qui ont fait 4 ans, 5 ans de provenance, sont retournés à la maison. Pour le moment, les concours n'ont pas permis de les embaucher. Et ils rêvent avec un peu des Suguet, 6 mois, 1 an, de partir sur l'Allemagne. Est-ce que c'est possible? Les Tunisiens envoient des gens. Je suis en négociation avec la Belgique, le service public d'emploi belge. Ils me disent on a besoin d'informaticiens togolais. Ah oui, M. Akapo va m'aider à signer avec le gouvernement belge, avec le ministre. L'Allemagne aussi, on nous a dit qu'on a besoin de nurses. Quand on dit nurse, c'est infirmière, sage-femme. On a besoin d'eux, dans quelles conditions? Monsieur le docteur Kouvaillé, qui m'a dit aussi qu'on peut faire partie des sportifs, parce qu'il est médecin sportif, qui a des besoins là-bas aussi. Le soir, donc, restez avec nous pour les aspects concrets, pour soutenir vos rêves. Et puis on vous dira aussi à faire, qu'est-ce qu'il faut aller prendre comme formation, même si vous avez un PhD et vous allez partir. Voilà, donc la pause s'impose. Merci beaucoup aux panélistes, merci au public, à bientôt, bon appétit.